Good evening, good afternoon, and good morning. Welcome Bonsoir, back to the bon Most après-midi et Political bonjour. Myths. Today we Bienvenue have à the nouveau pleasure dans of Démolir les having mythes back politiques. with us Aujourd'hui, our nous avons le friend plaisir Pascal d'accueillir à Lotaz, nouveau notre ami who, as Pascal you Lotaz, surely know, is qui, comme an vous le savez associate sûrement, est professeur at the associé dans University une in université à Kyoto, Japan, au and he Japon. also hosts Il anime également la the chaîne channel Neutrality Neutrality Studies, que je vous which recommande de I visiter. recommend you to visit. Il existe aussi une He version also has a espagnole Spanish appelée version Sane Vox of this, Espagnol. which is Si vous called souhaitez Sane regarder Vox l'analyse de Español. Pascal en If espagnol, you vous want pouvez également to visiter sa chaîne en analysis in espagnol. Spanish, you Tout can sera lié dans la visit his description. channel in Spanish as Pascal, well. comment ça va au Everything Japon? listed will be linked in the description. Pascal, how are you there in Japan? Hello, Ezequiel. Bonjour Ézéchiel. Je vais très bien. Il fait extrêmement chaud et nous sommes sur le point de vivre un typhon ici. Mais, jusqu'à présent, tout va bien. So far, so okay. Okay, we have very hot weather here in Berlin as well, but no typhoons. D'accord. Nous avons aussi un temps très chaud ici à Berlin, mais heureusement, pas de typhon. Pascal, la dernière fois, nous avons commencé par un aperçu général de notre discussion avant d'entrer dans les détails. Cette fois, j'aimerais faire l'inverse et commencer par des sujets spécifiques. Par là, je veux dire discuter de la situation dans la guerre en Ukraine, en particulier la contre-offensive de Kursk et les batailles autour de Pokrovsk. Le scénario militaire y change beaucoup. Concentrons-nous d'abord sur Kursk. Comment interprétez-vous cette contre-offensive? Était-ce un acte de génie ou de folie? Comment le voyez-vous? Was it an act of genius or was it an act of madness? How do you see it? Well, that was a huge discussion ever since it started about, what was it now? Cela a été une grande discussion depuis qu'elle a commencé il y a environ 3 semaines, ou presque un mois. Au début, cela ressemblait à de la folie, parce que cela semblait être quelque chose que les Russes n'avaient pas prévu. Ensuite, une discussion a émergé, notamment sur les réseaux sociaux, remettant en question si cela pourrait avoir été un piège russe. Certains ont spéculé que les Russes voulaient que les Ukrainiens fassent cela et ont délibérément gardé leur défense faible pour lier les Ukrainiens à l'intérieur de leur territoire. Cependant, pour moi, cela semble peu probable. Ce serait étrange, car Vladimir Poutine et toute la narration russe au cours des dernières années se sont concentrés sur la création de sécurité pour leur propre peuple. Years has been trying to create security for their own people. So actually having Ukrainian troops, having foreign troops Avoir des troupes ukrainiennes et de l'équipement de l'OTAN sur le sol russe ne correspond pas au récit ou au cadre général que je perçois de Vladimir Poutine. Cela ne s'aligne pas non plus avec la situation où les Russes prenaient déjà l'avantage et gagnaient peu à peu dans le Donbass par une guerre d'usure. Une idée fausse majeure en Occident est que la Russie veut gagner autant de territoires que possible. Cela n'a jamais été leur objectif principal. Le problème n'était pas le territoire, mais la menace perçue de l'Ukraine. Même avant l'invasion de 2022, la demande était la démilitarisation de l'Ukraine. Vous pouvez atteindre la démilitarisation de 2 manières, soit par un accord politique, soit militairement. Les Russes, surtout après les pourparlers de paix d'Istanbul en 2022, où ils étaient sur le point de parvenir à un accord, ont recalibré leur stratégie lorsque cela a échoué. Après l'intervention de Boris Johnson, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui ont conseillé de ne pas conclure d'accord, les Russes ont changé d'approche. Initialement, leur stratégie était de pousser l'Ukraine à un accord rapide.
Lorsque cela a échoué, ils ont dû réorganiser toute leur armée et leur structure de mobilisation. Ils sont ensuite passés à une guerre d'usure, visant à détruire autant d'équipements ukrainiens et de l'OTAN que possible, et à infliger de lourdes pertes aux forces ukrainiennes. C'est une stratégie horrible. C'est une stratégie très sanglante, rappelant les tactiques de la Première Guerre mondiale. Mais cela fonctionnait pour eux, afin de démilitariser l'Ukraine et l'OTAN. Au moment où la bataille de Koursk a eu lieu, les Russes avaient déjà avancé de manière significative, prenant de petites localités et se rapprochant du Dniepr. L'idée d'attirer les Ukrainiens dans un piège à l'intérieur de la Russie me semble inconcevable. Peut-être qu'à la fin, cela se révélera avoir été un piège, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que c'était plutôt un acte désespéré du commandement militaire ukrainien et finalement du président Zelensky qui a dû l'approuver. De nombreux commentateurs, notamment sur YouTube et les réseaux sociaux, s'accordent à dire que l'idée était de prendre la ville de Koursk et la centrale nucléaire pour les utiliser comme monnaie d'échange avec les Russes. Cette stratégie a échoué. Maintenant, les soldats dans ces forêts denses sont essentiellement piégés et l'Ukraine doit les soutenir. Cela est évident sur le champ de bataille, car les Russes avancent beaucoup plus rapidement dans le Donbass, capturant des villes entières presque chaque semaine, ainsi que des positions très importantes. Cela semble se retourner de manière significative contre l'Ukraine. Cependant, le récit dans les médias occidentaux est que c'est un embarras majeur pour les Russes et Vladimir Poutine. Il suggère qu'un soulèvement public ou un coup d'État longtemps attendu contre lui, possiblement par certains militaires, est à quelques jours ou semaines. Je veux dire, l'Occident a une obsession pour le changement de régime, d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, il semble que cela ne fait qu'aggraver la situation. Cela renforce l'idée chez les Russes que l'Ukraine est une véritable menace qui doit être contenue. Ce que je ne sais pas, c'est à quel point il est facile pour la Russie de contenir cette menace. Évidemment, ce n'est pas facile. Sinon, les forces ukrainiennes seraient déjà sorties. D'après les discours politiques que M. Poutine a prononcés, qui sont également mis en ligne par le Kremlin, il semble qu'ils font une planification à long terme pour l'hiver sur la façon de gérer cette incursion dans les régions touchées. La Russie est maintenant en train de faire une planification opérationnelle pour gérer cette situation au fil du temps. Ce que cela signifie pour la force de leur armée, je ne peux pas le dire avec certitude. Il semble que ce soit difficile pour la Russie à gérer, probablement en raison du terrain et des forêts. Les soldats ukrainiens opèrent en petits groupes dispersés sur une vaste zone. Cela rend difficile pour la Russie de les contenir, car ils peuvent se cacher n'importe où. C'est mon avis, mais je ne suis pas un expert militaire. But I'm not a military expert. Yeah, I completely agree with you on this. I think the Kursk. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point. Je pense que la contre-offensive de Koursk était le résultat d'un désespoir face à une défaite imminente. Cela n'avait aucun sens militaire, sauf pour l'objectif caché de tenter de capturer la centrale nucléaire centrale de Koursk. Si nous y réfléchissons, c'est un objectif militaire tellement fou qu'ils n'osent même pas l'admettre ouvertement. Quoi qu'il en soit, la contre-offensive ratée a été reconnue par Sersky lui-même lorsqu'il a dit il y a quelques jours que cela ne fonctionnait pas comme il l'avait prévu. Avant que cela ne commence, vous vous souviendrez certainement que l'Ukraine avait commencé à montrer quelques signes de volonté de négocier. Predisposition towards a negotiation. There were some sayings, Il y a eu des déclarations de Zelensky sur la possibilité de commencer des négociations sans le soutien de la Russie et de rendre d'anciens territoires ukrainiens.
Il a même mentionné la possibilité d'un référendum sur la concession de territoire au nom de la paix. Il y a également eu le sommet de la paix en Suisse, qui a été un désastre à bien des égards. Cependant, cela a montré à l'Ukraine que la Russie devait participer à tout futur sommet de paix. Et maintenant, soudainement, nous avons cette situation. Comment interpréter cela politiquement? Alors que vous semblez vous rapprocher d'un accord de paix, soudainement, il y a une provocation qui amènera naturellement la Russie à rejeter toute négociation possible maintenant. Eh bien, je pense que Kursk était certainement plus qu'un simple pont que l'Ukraine a brûlé, rendant impossible un accord de paix rapide avec la Russie, même si les Ukrainiens étaient finalement prêts à le faire. Tout le monde en Occident continue de dire que ce sont les Russes qui ne veulent pas négocier. Mais ce n'est pas vrai. Les Russes ont signalé dès le premier jour qu'ils étaient prêts à négocier. Ce sont les Ukrainiens qui ont un décret présidentiel signé par M. Zelensky après les accords échoués à Istanbul. Ce décret interdit au président de l'Ukraine de négocier avec le président de la Russie tant que ce président est Vladimir Poutine. Les Russes répètent sans cesse que si vous voulez avoir une négociation honnête, alors il suffit de se débarrasser de ce décret. Si vous le faites, alors nous savons que vous êtes sérieux. Tant que vous ne le faites pas, nous savons que vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Vous dites aux caméras que vous voulez négocier, mais en réalité, vous ne le voulez pas. C'est quelque chose que je comprends. Vous ne pouvez pas avoir ces deux choses en même temps. La chose difficile est de discerner ce qui est de la pure rhétorique. Une grande partie de cette guerre, peut-être 80% ou 90% de ce que nous avons vu dans les médias, surtout en Occident, mais aussi en Russie, est de la rhétorique. Elle est destinée à former des opinions favorables pour chaque camp respectif. Les informations réelles que nous pouvons extraire de la propagande que nous recevons de manière répétée des deux côtés sont très difficiles à discerner. Cependant, ce décret est certainement un obstacle. Votre question portait sur Kursk. Oui, cela a certainement brûlé des ponts. Je suis certain que Vladimir Poutine et les Russes, en général, sont maintenant moins disposés à négocier ou changeront ce qu'ils veulent en échange de la cessation des hostilités. C'est vraiment triste, mais nous sommes de retour à ce moment clausewitzien où la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. This Clausewitzian moment where war is the extension of politics by other means. So right now the question is, will the Ukrainians have... En ce moment, la question est de savoir si les Ukrainiens auront quelque chose à offrir aux Russes pour que ceux-ci acceptent d'arrêter les bombardements en échange de quelque chose. C'est vraiment triste que nous en soyons arrivés là, mais c'est la réalité. Je suis sûr que la volonté d'arrêter de tenter de détruire la capacité militaire de l'Ukraine est maintenant plus faible qu'auparavant. En même temps, je dois dire que Kursk était évidemment une erreur politique, même si c'était une erreur insensée. Il n'a jamais été prévu de permettre à l'Ukraine et à l'OTAN d'avancer jusqu'à Moscou, de retirer Poutine du Kremlin ou de lui faire subir le même sort qu'Hitler. Ce n'était pas le point. Quoi qu'ils aient voulu faire, ils visaient quelque chose de politique pour avoir un moyen de pression. En guerre, chaque camp essaie de surprendre l'autre. En un sens, tout est permis en amour et en guerre. La stratégie et l'objectif politique ont probablement échoué. Mais je comprends que les Ukrainiens puissent penser à un moment donné, rendons-leur la monnaie de leur pièce. Ce qui complique cela, c'est que cela n'aurait pas pu être fait sans l'approbation des Américains et de l'OTAN. Donc, ce ne sont pas seulement les Ukrainiens qui décident de riposter. L'OTAN a également accepté d'entrer en Russie. La Russie interprétera l'implication de l'OTAN
à un tout autre niveau par rapport aux seuls Ukrainiens. Si c'était seulement les Ukrainiens, ce serait une autre histoire. Mais c'est l'OTAN. Et maintenant, l'équipement de l'OTAN est sur le territoire russe. C'est très loin sur la voie que les Russes ont averti depuis le début. Ils le voient comme une question existentielle. Nous nous rapprochons d'un moment où les deux parties pourraient envisager d'utiliser des armes nucléaires. Ce n'est pas seulement les Russes qui veulent tenir les Ukrainiens à l'écart et les vaincre. L'OTAN pourrait également atteindre un point où elle dit qu'elle est à court d'obus de 155 mm et d'autres armes. Cependant, ils ont encore quelques armes nucléaires tactiques. C'est en fait l'analyse de Ray McGovern, un ancien analyste de la CIA avec qui j'ai parlé ce matin. Il a dit que lorsque vous manquez d'armement conventionnel pour atteindre vos objectifs, cela pourrait devenir un choix logique d'envisager des scénarios impliquant des armes nucléaires. Nous avons une situation où les deux parties pourraient être incitées à commencer à utiliser des armes nucléaires tactiques à faible rendement sur le champ de bataille. Ce ne sont pas celles utilisées pour détruire des villes, pas les stratégiques, mais les plus petites. Cependant, cela peut et va devenir incontrôlable. M. Lavrov nous a mis en garde à ce sujet la semaine dernière. Il a dit ouvertement, nous avons aussi des armes nucléaires tactiques. Ne pensez pas à commencer cela, car une fois que nous commençons l'escalade nucléaire, nous pourrions ne pas être en mesure de l'arrêter. Nous n'avons jamais essayé, et c'est très effrayant. Nous ne voulons pas cela. Cela nous montre que nous sommes maintenant plus proches du moment où l'un des deux côtés pourrait commencer à utiliser des armes nucléaires tactiques. Oui, tu parlais de l'importance de la rhétorique et des récits dans cette guerre. Concernant Koursk, cela semble être un échec politique et militaire. Cependant, du point de vue de la rhétorique, cela semble être un grand succès. Cela est évident, car il y a 2 jours, les ministres des Affaires étrangères européens discutaient à Bruxelles de la possibilité de lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes fournies par l'OTAN à l'Ukraine. Cela signifierait essentiellement permettre des frappes avec des missiles à longue portée n'importe où en Russie. Cela a un certain sens dans le contexte de ton interprétation. Est-ce l'une des étapes menant à une escalade qui pourrait également aboutir à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, Pascal? Oui, sans équivoque. Juste oui. Ce jeu d'escalade est comme une spirale. Cela ne fait qu'empirer, et la spirale continue de tourner. Les personnes qui y travaillent nous disent que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Les adultes sont dans la pièce. Ils prétendent savoir ce que les Russes peuvent faire. Ils disent qu'ils peuvent voir directement dans l'esprit de Vladimir Poutine, comprenant exactement comment il fonctionne. Ils croient que si nous frappons les Russes dans leur cœur, le peuple russe se révoltera contre son dictateur et il sera évincé. Je ne sais pas si ces gens sont fous, s'ils croient à leurs propres mensonges, ou s'ils sont simplement insensés. Mais ils sont extrêmement dangereux. But these people are highly dangerous. And the problem is that we have enough of these people, probably all three, combined. Le problème est que nous avons trop de ces personnes, peut-être les 3 types, dans des postes de responsabilité. Ils continuent de travailler à faire tourner cette spirale, nous rapprochant de l'abîme nucléaire. Au moment où des armes atomiques seront utilisées, ils crieront à tue-tête « Nous vous l'avions dit, ils sont maléfiques ». Ou s'ils tirent les premiers, ils diront « Nous vous l'avions dit, ils l'ont bien cherché ». Ils prétendent constamment qu'ils n'ont jamais eu tort, qu'ils savent tout, et que le chemin à suivre est clair. Mais ensuite, ils changent de chemin en fonction de leur interprétation actuelle et ajustent l'interprétation au fur et à mesure. Nous avons vu cela plusieurs fois lorsque le récit devait changer.
And then they try to make you. Et puis ils essayent de vous faire oublier que jusqu'à il y a environ 2 semaines, le récit était complètement différent. C'est vraiment dystopique. Le meilleur exemple est ce qui s'est passé avec le président des États-Unis. Jusqu'à il y a 2 mois, Joseph Biden était à la une de tous les journaux en Occident. Il était présenté comme le favori et le meilleur choix. Puis le récit a changé. En 3 semaines, il a disparu et Kamala Harris est en avant. On nous dit qu'elle a toujours été la successeur probable et la porteuse de flambeau. C'est absolument fascinant. Ils font la même chose avec cette guerre. It's absolutely fascinating, and they do the same with this war. The narrative control, and this is not Le contrôle du récit n'est pas une cabale ou un petit groupe d'élite. Ce sont les journaux et les médias d'information en Occident qui commencent à avancer de manière synchronisée. Même s'ils sont surpris pendant une semaine ou 2 par quelque chose, à la fin, ils s'alignent sur le nouveau récit, comme un banc de poissons nageant dans une direction. C'est extrêmement dangereux, car les personnes qui intensifient cette guerre sont toujours là. Nous n'avons que quelques personnes, comme M. Orbán ou les dirigeants de la Slovaquie, qui essayent de s'opposer à cela. Mais vous pouvez voir à quelle vitesse la vague les submerge. Même quelqu'un comme le Premier ministre de Hongrie n'est pas capable de contenir cette vague de folie. L'Europe est sous son emprise, tout comme une bonne partie des États-Unis. Oui, nous voyons également ce changement de discours dans la proposition de lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes. Au départ, il s'agissait d'une guerre défensive pour l'Ukraine et l'OTAN. Maintenant, nous voyons des attaques sur le territoire russe et il y a des appels pour des attaques à longue portée. Il y a seulement 3 ou 4 semaines, c'était une guerre défensive. Maintenant, c'est en quelque sorte une guerre défensive-offensive. C'est la situation évolue rapidement à cet égard. Analysons les scénarios futurs possibles, Pascal. Let's analyze possible future scenarios, Pascal. Let's say that somehow this Ukraine war. Disons que d'une manière ou d'une autre, cette guerre en Ukraine se termine sans l'utilisation d'armes nucléaires, sans une guerre nucléaire à grande échelle. Cela pourrait se produire en raison de la défaite de l'Ukraine, ou si Trump arrive au pouvoir et décide de mettre fin au soutien de l'OTAN ou des États-Unis à l'Ukraine. Quelle que soit la raison, lorsque cela se termine, il devient de plus en plus clair que le problème sous-jacent, la lutte pour les sphères d'influence, ou plus précisément, l'expansion vers l'Est de l'OTAN, restera non résolue. Par conséquent, nous serons probablement confrontés à d'autres guerres ou conflits dans ce contexte. Alors, où pensez-vous que de futurs conflits ou guerres pourraient commencer? Pouvons-nous prévoir certains scénarios possibles pour l'avenir? Eh bien, une fois que cette guerre se calmera, la question est de savoir si elle aura été simplement un conflit entre la Russie et l'Ukraine avec le soutien de l'OTAN, ou si le reste de l'OTAN sera entraîné. La guerre se terminera-t-elle avant de s'intensifier davantage? Cela pourrait encore se produire. La seule chance pour l'Ukraine de sortir victorieuse pourrait être d'impliquer l'OTAN. Cela pourrait signifier provoquer la Russie au point où elle attaque des bases aériennes en Pologne et en Roumanie, déclenchant l'article 5 et menant à une guerre à grande échelle. Si nous parvenons à un accord de paix après une telle escalade, il sera très difficile de prédire ce qui se passera ensuite. Si cette guerre se termine sans escalader en un conflit direct avec l'OTAN et que la répartition du pouvoir en Europe reste largement inchangée, nous pourrions voir l'Ukraine divisée. Tout ce qui est à l'est du Dniepr pourrait être sous contrôle russe, tandis que l'ouest deviendrait une Ukraine résiduelle, alliée à l'OTAN. Cela pourrait mener à une réorganisation politique, pas tout à fait un deuxième rideau de fer, mais une séparation dure de type coréen. Si l'Occident reste inchangé, par exemple,
si Kamala Harris est élue et qu'il n'y a pas de changement dans la prise de décision des États-Unis ou de l'OTAN, alors l'OTAN pourrait essayer d'escalader dans le nord. Ils ont un potentiel significatif là-bas et travaillent avec la Finlande, la Suède et la Norvège. Il y a de nouveaux accords de base, avec la Finlande obtenant 15 bases militaires américaines et la Suède 17, ou peut-être l'inverse. Mais essentiellement, c'est la même chose. I think the other way around, but it's the same, yeah. The other way around, but it's the same. It's like 30 new military bases. Il y a plus de 30 nouvelles bases militaires en Scandinavie. La Norvège élargit ses accords avec les États-Unis et stationne de nouveaux types d'armes. On peut voir comment la Scandinavie est en train de se transformer en quelque chose qui, si j'étais à Saint-Pétersbourg, m'inquiéterait énormément. Je serais très préoccupé par cela, surtout en considérant que la frontière entre la Finlande et la Russie est principalement forestière. C'est une frontière très difficile à défendre si des gens commencent soudainement à la traverser, de la même manière que les soldats ukrainiens ont pu traverser la frontière avec Kursk. Je serais extrêmement inquiet à ce sujet. C'est un scénario de menace énorme. Une autre possibilité est que la Russie pourrait riposter en utilisant des proxys au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, en Syrie, etc. Il pourrait essayer de chasser l'influence occidentale et soutenir les Iraniens autant que possible pour éliminer les bases militaires là-bas. Nous pourrions alors voir des attaques ponctuelles des deux superpuissances, ciblant les vulnérabilités de l'autre. Une escalade potentielle, que j'espère ne pas voir se produire, mais qui ne serait pas surprenante, serait si nous commencions à voir des affirmations dans les journaux selon lesquelles Kaliningrad a toujours été polonais ou allemand. Et, vous savez, dire quelque chose comme « Si la Russie prend la partie orientale de l'Ukraine, alors l'OTAN devrait en fait contrôler Kaliningrad, qui est bien sûr une partie intégrante de la Russie, mais une exclave. Elle est entourée par les États baltes et la Pologne. C'est une position indéfendable pour les Russes, militairement. Il est très facile de la couper et de rendre la vie très difficile pour les Russes vivant à Kaliningrad. J'espère que cela n'arrivera pas, mais nous pourrions voir de telles tactiques pour se nuire autant que possible. Ce serait bien sûr horrible pour les soldats et les civils impliqués. Donc votre liste serait, premièrement, la Finlande, deuxièmement, le Moyen-Orient, et troisièmement, les États baltes et la Pologne. Ai-je bien compris? Oui, ce sont des endroits potentiels où l'escalade peut se produire, en dessous du seuil d'utilisation des missiles et des capacités militaires plus avancées que toutes les parties possèdent encore, comme les F-35 et l'équipement que possèdent les Russes. J'ai parlé à un expert en aviation il y a environ 2 mois. Il a mentionné que nous n'avons pas encore vu les avions les plus avancés utilisés par l'une ou l'autre des parties. Le F-16 est un vieil avion, vieux de près de 40 ou même 50 ans. Je pense qu'il a été utilisé pour la première fois vers l'époque de la guerre du Vietnam ou de la première guerre d'Irak. J'ai oublié les détails exacts, mais c'est un vieil avion. Ce n'est pas nouveau, mais c'est puissant. Les deux camps disposent de technologies plus récentes. Ce que nous avons constaté, c'est qu'aucun des deux camps n'a utilisé ces technologies avancées, car ils ne veulent pas révéler leurs capacités, à moins que cela ne soit nécessaire. Ainsi, le potentiel d'escalade est toujours présent, même pour des combats directs. Cependant, si cela reste indirect, ce sera probablement par la Finlande et possiblement quelque part en Asie de l'Ouest, avec des attaques à petite échelle pour déstabiliser le récit de contrôle de l'autre. Oui, je le vois aussi de la même manière que vous.
J'ajouterais le scénario de la Moldavie. Je pense que cela pourrait rapidement devenir un point de tension. La Russie pourrait essayer de relier les terres qu'elle a prises à l'Ukraine avec la Transnistrie en Moldavie. La Moldavie ne fait pas partie de l'Union européenne, et autant que je me souvienne, elle ne fait pas non plus partie de l'OTAN. Donc, à mon avis, ce serait le premier scénario possible dans le cadre de toutes les options que vous venez de mentionner. Vous avez raison. Yeah, you're right. And I forgot to mention also Georgia. The thing is, Moldova. J'ai également oublié de mentionner la Géorgie. Le fait est que tant la Moldavie que la Géorgie sont actuellement politiquement stables, dans le sens où elles sont contraintes de l'intérieur. Elles ne peuvent pas facilement s'aligner avec l'un ou l'autre camp et devenir un point de discorde. La Moldavie est contrainte de l'intérieur parce que la Transnistrie empêche le reste de la Moldavie de se diriger immédiatement vers l'Alliance euro-atlantique. En Géorgie, le parti Rêve géorgien est au pouvoir. Il y a une sorte de compréhension qu'ils ne veulent pas devenir une autre Ukraine. Ils ont déjà fait face à une crise importante, perdu 2 provinces et ont un conflit en cours. It was bad enough and they took away 2 provinces and we have an ongoing conflict, but the current. Mais la répartition actuelle du pouvoir est telle qu'ils ne veulent pas d'escalade avec la Russie, alors qu'ils n'ont pas de relations diplomatiques avec elle. L'Occident continue de dépeindre la Géorgie comme étant dans la poche de la Russie. Mais c'est ridicule. Ce sont des déclarations insensées, car le parti Rêve géorgien n'a pas de relations diplomatiques avec la Russie. Ils disent « La Russie occupe toujours 2 de nos provinces. Rendez-les-nous. » Un collègue géorgien sur ma chaîne, Lasha Kasaradze, l'a dit magnifiquement une fois. Personne n'a besoin d'apprendre aux Géorgiens à ne pas aimer les Russes. Les Géorgiens ont de bonnes raisons de ne pas être amicaux avec eux. Cependant, ils ont un arrangement qui fonctionne. L'espoir est que cet arrangement s'améliore et mène à la réconciliation. C'est mon espoir, l'espoir de Lasha et l'espoir de nombreuses personnes en Géorgie. Je suppose que c'est aussi l'espoir de certains en Russie, car ce serait le meilleur scénario possible, se faire plus d'amis. Mais l'Union européenne et l'OTAN essayent activement d'empêcher cela de se produire, car ils préféreraient que la Géorgie soit un second front. Ils aimeraient qu'ils aident davantage, et l'ont dit à la Géorgie. Ils ont déclaré « Votre loi sur les ONG nous empêche d'entrer dans votre pays et rend difficile notre influence sur votre processus politique. C'est horrible. C'est une loi pro-russe. » La Géorgie aura des élections dans 2 mois, le 26 octobre. Selon mon collègue sur place, le discours médiatique en Géorgie est largement dominé par des messages pro-OTAN, suggérant que seule l'OTAN peut leur donner de l'espoir et qu'ils doivent devenir membres. Cela ressemble à la rhétorique qui a contribué à la guerre en Ukraine. Beaucoup dépendra de ce qui se passera là-bas. Et nous avons vu qu'il y avait des tentatives, surtout pendant les discussions sur la campagne de la loi sur les ONG, il y a 2 ou 3 mois, de révolution de couleur. Cependant, elles ne peuvent pas gagner beaucoup de terrain, car le soutien n'est pas là dans la rue. Je suis assez certain que des experts en Occident, principalement aux États-Unis, qui sont devenus très habiles à orchestrer des révolutions de couleur, font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir les mouvements clandestins qu'ils ont déjà. L'actuelle présidente de la Géorgie est une figure de proue. Elle n'est pas en charge, mais sert de représentante de l'État. Elle est un peu comme le président de l'Allemagne à cet égard. Le chef de l'État, mais pas le chef du gouvernement, est complètement sous l'influence des transatlanticistes. On peut voir comment elle pourrait être préparée pour prendre la direction de l'État. Elle est déjà glorifiée en Occident. Il y a des figures en place, et cela pourrait devenir la direction que la Géorgie prendrait. J'espère que ce ne sera pas le cas. Car la réconciliation avec la Russie et un accord de travail avec l'Union européenne pour avoir des relations économiques avec les deux
serait dans le meilleur intérêt de ce pays et de la réconciliation européenne. Cependant, cela pourrait devenir un point de tension et un point très important à cela. You're talking about Zurabichvili, right? Oui, vous parlez de Salomé Zourabichvili, n'est-ce pas? Cette présidente franco-géorgienne, née en France, a visité la Géorgie pour la première fois lorsqu'elle avait une trentaine d'années ou quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, son gouvernement et la position de la Géorgie, je suis d'accord avec vous, ont été anti-russes, mais pas imprudents. Ils ont évité une confrontation directe. J'ajouterai également l'Arménie comme scénario possible. Pachinian fait tout ce qu'il peut pour couper le lien historique entre l'Arménie et la Russie, ainsi que l'Union soviétique dans le passé, et amener l'Arménie dans les mains de l'Occident. Bringing Armenia into the hands of the West. This would be dangerous as well because in all the scenarios. Cela serait également dangereux, car dans tous ces scénarios, Géorgie, Arménie, Moldavie, nous pourrions avoir une guerre similaire à celle en Ukraine sans avoir besoin d'une confrontation directe avec un pays de l'OTAN. Je pense que ces scénarios pourraient se produire avant ceux que vous avez décrits concernant la Finlande, les pays baltes et la Pologne. Quoi qu'il en soit, c'est triste, Pascal, que nous soyons dans une situation avec la possibilité d'une escalade. Même lorsque nous pensons à l'avenir, si cette guerre se termine, nous envisageons toujours la possibilité de nouvelles guerres. C'est vraiment triste et fou, n'est-ce pas? New wars coming. This is really a sad and crazy thing, right? Yeah, and we didn't even touch on the Pacific, right? Where we know that Oui, et nous n'avons même pas abordé le Pacifique, où certains pouvoirs à Washington sont impatients d'un conflit avec la Chine. Il y a une tension significative impliquant les Philippines et surtout autour de Taïwan. Nous n'avons pas non plus discuté de la situation en cours à Gaza et du désespoir des Palestiniens. Ce sont tous des problèmes que nous n'avons même pas abordés. De plus, il y a l'Afrique, où des guerres sont en cours, et les grandes puissances essaient d'accroître leur influence. La France et les États-Unis réalisent qu'ils ont négligé l'Afrique et que les Russes y sont plus favorisés que les Français et même les Américains. The French and even the Americans, and this has another huge potential to blow up. Cette situation a le potentiel de s'aggraver à plusieurs endroits au-delà des conflits actuels. Elle est loin d'être stable. J'espère que nous atteindrons un point où les grandes puissances, en particulier les États-Unis, pourront établir des arrangements de travail. Ils pourraient réaliser que pousser pour un changement de régime et étendre leur influence partout n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Au lieu de cela, ils devraient viser à construire un cadre stable. Cela impliquerait de rééquilibrer le pouvoir entre eux pour créer de la stabilité, similaire à un concert des puissances du XIXe siècle. Dans un tel scénario, il pourrait y avoir de petites guerres et conflits, mais nous pourrions au moins éviter les plus importants. You have small wars and conflicts going, but we can at least avert the big ones. And don't get me wrong, at the moment, we haven't had the big one yet. Et ne vous méprenez pas, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de conflit majeur. Nous travaillons toujours à empêcher que des conflits plus petits ne dégénèrent en conflits plus importants. Cependant, même ces conflits plus petits causent actuellement des centaines de milliers de morts, atteignant possiblement les quelques millions. Cette situation pourrait empirer, et j'espère que ce ne sera pas le cas. C'est pourquoi nous devons stabiliser la situation par la diplomatie. Je ne comprends pas pourquoi nous, Européens, ne travaillons pas plus dur sur ce point. C'est comme si nous étions piégés dans une prison mentale où les récits deviennent tout. Le réalisme, qui est crucial pour résoudre et prévenir les échanges nucléaires, semble moins important que de maintenir ces récits. Cela me rend fou. Oui, en pensant à l'avenir, la situation à Gaza, ou plus généralement en Palestine, est encore plus déchirante. Indépendamment des résultats des élections américaines, nous savons que les deux candidats continueront à soutenir la violence que nous y voyons.
C'est probablement la seule chose sur laquelle ils s'accordent, ce soutien sans fin et sans limite aux actions qu'Israël commet. En ce qui concerne l'Ukraine et la Chine, il semble y avoir quelques différences entre les deux candidats. Nous en avons un peu parlé lors de notre dernière discussion, mais certaines choses ont changé depuis. Discussion, but some things have changed since then. Between. Je veux dire, entre la candidature de Donald Trump et maintenant la candidature de Kamala Harris. La dernière fois que nous avons parlé, Biden était encore candidat et Trump avait choisi J.D. Vance comme vice-président. Cela s'est passé entre notre dernière discussion et maintenant. Pensez-vous que quelque chose a changé? Pensez-vous que Trump a solidifié sa position concernant l'Ukraine s'il devient président? Pensez-vous qu'il a encore de bonnes chances d'être élu? Pensez-vous qu'il va intensifier le conflit avec la Chine? Que pensez-vous de Kamala Harris? Veuillez me donner un aperçu de votre point de vue sur les États-Unis maintenant, Pascal. Eh bien, nous avons appris quelque chose de très important sur les États-Unis récemment, à savoir à quel point il est facile pour la direction du Parti démocrate de changer de figure de proue, le président des États-Unis. Joe Biden ne voulait pas partir. Il l'a clairement exprimé à plusieurs reprises. Pourtant, il a été remplacé quand même. Il a été remplacé par sa vice-présidente, ce qui est un choix évident. Il aurait été très difficile de contourner Kamala Harris, car elle aurait pu être très perturbatrice si elle l'avait voulu. D'un autre côté, Kamala Harris est assez faible. Elle n'a jamais eu de temps significatif sous les projecteurs. Si vous pensez aux personnes qui ont été constamment sous les projecteurs au cours des 3 dernières années et demie, c'était certainement Joe Biden. Ensuite, il y avait son secrétaire d'État, Antony Blinken, et même son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui ont eu beaucoup plus d'exposition en termes de politique internationale que Kamala Harris. De l'extérieur, il semble que Kamala Harris n'ait pas le même niveau de visibilité. Peut-être que c'est différent aux États-Unis, mais Kamala Harris n'a jamais été une politicienne forte et bien visible, même dans les affaires internes. C'est étrange. Récemment, elle a donné sa première véritable interview d'actualité et a emmené avec elle son choix de vice-présidente. Je ne peux pas imaginer qu'elle ait une forte personnalité. Elle semble être quelqu'un de facile à guider sur le chemin que la direction du Parti démocrate veut qu'elle suive. Si elle est réélue, ce sera probablement le même groupe de personnes qui continuera à occuper leur poste à la Maison-Blanche. Vous pourriez voir 2 ou 3 changements, et il y aura un nouveau cabinet, mais les personnes en dessous resteront les mêmes. Je ne prévois aucun changement significatif dans la politique étrangère des États-Unis. Par changement significatif, j'entends des modifications concernant l'Ukraine, la Chine ou Gaza. Il n'y aura probablement pas de changement majeur. Les choses continueront simplement comme elles sont. Cela continuera comme si de rien n'était. Si Donald Trump est élu, alors je pense que c'est une autre histoire. La grande question est de savoir qui il choisirait comme vice-président. La dernière fois qu'il a été élu, il avait des objectifs similaires. Mais ensuite, il a choisi Mike Pompeo comme secrétaire d'État. Mike Pompeo est l'un des pires néoconservateurs que l'on puisse imaginer, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence entre Pompeo et Blinken. Ils appartiennent au même groupe de personnes, avec le même état d'esprit. Il a rempli son cabinet des pires créatures du marais, y compris John Bolton. Vraiment, les personnes les plus belliqueuses que Washington puisse offrir. Cette fois, la question était de savoir s'il s'associerait à nouveau avec un néoconservateur. Un choix évident aurait été Nikki Haley, n'est-ce pas? Elle était déjà son ambassadrice à l'ONU lorsqu'il était en fonction, et elle était une forte concurrente contre lui, en gros, la dernière en lice. Étant une femme, elle aurait coché beaucoup de cases
et aurait maintenu le côté néoconservateur du Parti républicain, quelque peu proche de lui. Mais il a choisi le contraire. Il a choisi Mike Vance, qui a en fait une approche très sensée de la politique étrangère, sauf pour sa position sur Gaza. Except for actually on Gaza, I don't know. I just know Trump is on Gaza. Je ne sais pas. Je sais juste que Trump est aussi belliciste et pro-Israël sur Gaza que Kamala Harris. Cependant, dans d'autres scénarios, il semble que cette équipe soit plus disposée à avoir un arrangement de travail, même si ce n'est pas amical, avec les Russes et les Chinois. Mais encore une fois, tant que nous ne verrons pas qui d'autre est nommé comme secrétaire d'État et à la tête des différents ministères, nous ne pouvons pas être certains. Il semble que Trump comprenne beaucoup mieux maintenant les mécanismes internes de Washington, 8 ou 10 ans après son entrée sur la scène politique. Il a toujours été lié à cela en tant que donateur et affilié, mais pas en tant qu'acteur politique lui-même. Il me semble donc qu'il le comprend mieux maintenant. Peut-être est-ce juste mon espoir que s'il est élu, la politique étrangère des États-Unis pourrait devenir un peu plus réaliste et mesurée. Sous Kamala Harris, c'est certain que ce ne sera pas le cas. Il est également très intéressant de constater que nous avons assisté à un changement complet. Les démocrates étaient autrefois le parti pro-paix, anti-guerre du Vietnam et anti-guerre en général. Cela a complètement changé. Maintenant, le parti pro-guerre est celui des démocrates. Même les néoconservateurs républicains ont migré vers les démocrates, tandis que les pacifistes démocrates, les gens que j'aime, ont rejoint les républicains. They migrated to the Republicans. Most obviously, Tulsi Gabbard. De toute évidence, Tulsi Gabbard. Elle était une démocrate inconditionnelle, n'est-ce pas? Maintenant, elle soutient ouvertement Donald Trump. Un autre est Kennedy, qui soutient officiellement Donald Trump parce qu'ils croient tous les deux qu'il est probablement la seule chance de sortir de la situation actuelle, même s'ils étaient en désaccord ou ont encore des désaccords avec Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils le reconnaissent. Ils disent « Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur suffisamment de points pour travailler ensemble. » Et cela leur est acceptable. Pour les démocrates, c'est un énorme péché, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez adhérer à 100% à chaque mot que Kamala Harris et la direction démocratique disent. Cet état d'esprit n'est plus vraiment permis au sein des démocrates, du moins pas à un niveau utile. Au sein du Parti républicain, ou du moins du nouveau Parti républicain que nous avons maintenant, il semble que cet état d'esprit parmi les acteurs individuels soit encore encouragé. Vous pouvez encore travailler ensemble. Vous pouvez également le voir dans la façon dont Tucker Carlson, par exemple, mène ces discussions. Il dit « J'ai des désaccords avec les gens, mais je peux accepter que ces désaccords existent, et nous pouvons encore travailler ensemble dans certains domaines. » C'est donc maintenant une caractéristique républicaine, une caractéristique de droite du système, et non plus une caractéristique de gauche, ce qui est très fascinant. En un sens, nous venons de voir une inversion des pôles. C'est pourquoi les démocrates sont maintenant pro-censure. And that's why the Democrats are now pro-censorship. That's why they are pro-war. C'est pourquoi ils sont pro-guerre. La mentalité de guerre est passée des républicains aux démocrates. Ils causent maintenant des perturbations de la même manière que les républicains il y a 40 ou 45 ans. Ce changement affecte ce que les démocrates représentaient autrefois. Je suis assez certain que certaines grandes figures du passé, comme JFK, ne reconnaîtraient probablement pas leur ancien parti. Cela ne veut pas dire que JFK était parfait. Il était aussi un faucon, même si Kennedy Jr. essaie de le dépeindre comme un président pacifiste. JFK avait aussi ses défauts, mais pas dans la mesure où nous le voyons aujourd'hui. Les néoconservateurs croient toujours en un contrôle total du monde ou rien. Yeah.
Oui, nous voyons également cette inversion, Pascal, en ce qui concerne un programme favorable à la classe ouvrière. Incroyablement, les républicains se transforment maintenant en un parti conservateur populaire, tandis que les démocrates deviennent de plus en plus le parti de Wall Street, de la Silicon Valley, des grandes entreprises pharmaceutiques et des grandes entreprises. Nous avons convenu de limiter le temps de cette discussion à environ 1 heure. Donc, comme nous le faisons habituellement, Pascal, je te donne le micro pour avoir les derniers mots et clore cette très belle conversation que nous avons eue. Merci beaucoup. Nous avons couvert beaucoup de sujets. Une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a aussi de bonnes raisons d'espérer. Ce n'est pas que du pessimisme. Nous ne savons pas où ces forces politiques aux États-Unis et en Europe nous mèneront. Mais il y a aussi des contre-réactions. En Suisse, il y a des gens qui travaillent sur une initiative de neutralité. En Géorgie, il y a des efforts de réconciliation avec la Russie. Viktor Orban, malgré mon fort désaccord avec ses politiques d'immigration, est l'un des derniers grands hommes d'État pacifistes en Europe. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais s'il essaie d'aider à éviter une 3e guerre mondiale, alors je travaillerai avec quiconque le fera. C'était donc fantastique. Les Chinois ont essayé de trouver des idées pour revenir à la paix. L'Asie du Sud-Est observe de près ce qui se passe en Europe, et ils ont décidé qu'ils ne voudraient jamais être comme l'UPM. L'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, a longtemps été comparée à l'Union européenne et souvent critiquée pour être faible et désunie, avec des suggestions pour être plus comme l'UE. Maintenant, personne dans l'ASEAN ne songerait même à vouloir être comme l'UE même, parce qu'ils voient comment ce projet échoue et s'effondre sous leurs yeux. Ils découvrent leur force à travers la coopération souveraine, mais pas l'intégration. Sovereign cooperation, but not integration, and BRICS works in the same way. We are seeing that new Les BRICS fonctionnent de manière similaire. Nous voyons de nouveaux modèles de coopération se développer, ainsi que de nouvelles technologies et infrastructures, notamment dans le secteur bancaire. Le pouvoir qui reposait autrefois à Washington et à New York devient déjà multipolaire. Cela apporte de nouveaux défis. Et bien sûr, c'est dangereux. Cependant, cela offre également la possibilité de développer un avenir plus stable. Cela pourrait se poursuivre une fois que l'état d'esprit, en particulier celui européen, qui vient des États-Unis et de l'OTAN, qui croit que la domination l'approche est efficace, change. Une fois que cet état d'esprit s'estompe, et j'espère qu'il diminuera progressivement avec le temps. Cela prendra encore des décennies. Mais j'espère qu'il disparaîtra une fois que la réalité s'imposera, que nous avons ces autres centres de pouvoir, et qu'ils sont là pour rester. Vous ne pouvez pas simplement les faire disparaître par un simple souhait, ou les changer par un changement de régime. Je ne crois pas que cela fonctionnera. Donc, en un sens, nous devons espérer que les choses s'améliorent, et essayer, dans nos propres petits moyens, de pousser au moins un peu dans la bonne direction. Nous devrions espérer qu'ensemble, nous puissions créer une vague plus grande que la vague de la folie. Je conclurai là-dessus. Pascal, c'est formidable de terminer sur une note plus positive. Merci beaucoup encore une fois, et j'espère vous revoir bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Thank you very much.
Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.